Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour Late et Smart. Voilà, comme chaque soir du lundi au vendredi sur Bismart. Durant une heure, on va tenter de mieux comprendre, analyser, anticiper l'actualité économique du moment. De quoi allons-nous parler ce soir? Première question que je poserai à mes invités. Faut-il déjà un second plan de relance? Alors, on pourrait le plan de relance français, voire par le plan de relance européen, pourquoi pas? On en parle d'une part, parce que ces plans de relance, l'un comme l'autre, ils ont plutôt tendance à tarder, alors que le plan de relance européen, il était adopté en juillet 2020. Le plan de relance français, il avait été présenté à la fin de l'été, à la fin des congés, je ne sais plus, c'était quelque chose comme fin août ou début septembre. Le plan de Bruno Le Maire, à l'époque, on était plutôt en phase de reprise économique forte. On pensait en avoir fini avec la crise sanitaire. Depuis, on est la deuxième vague, on est la troisième vague. Les montants des plans de relance, ils sont inchangés. Alors, est-ce que ça justifie de les revoir, ces montants, d'anticiper peut-être leur mise en branle, leur mise en application? Et puis, il y a également les Américains qui, eux, n'attendent pas et qui, eux, ne mégotent pas sur les montants en jeu, avec à la fois le plan de soutien de 1900 milliards qui a été signé, voté il y a quelques jours, et puis demain, le président Biden qui doit annoncer un autre plan d'infrastructure cette fois, et là encore, un plan en milliers de milliards. Donc, est-ce que l'Europe ou la France, avec ces quelques centaines de milliards pour l'une, ces 100 milliards pour l'autre, fait le poids? Voilà, autant de raisons ce soir de se poser cette question-là. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, on reviendra, ça aurait été notre fil rouge, peut-être qu'on va s'arrêter à l'issue de cette émission, on reviendra sur le dossier Suez, qui a été donc notre fil rouge depuis le milieu de semaine dernière. Suez débloqué, donc ça on l'évoquait déjà. Et après, quelles questions, quels enseignements faut-il tirer de cette petite crise du commerce international? Aurait-elle été suffisamment longue et douloureuse pour qu'il y ait des conséquences importantes en termes de routes maritimes alternatives, en termes d'alternatives tout court au grand principe du commerce international? Voilà, combien tout ça va coûter? Est-ce que les armateurs ou les pays ou les pays les plus concernés doivent changer leur fusil d'épaule et de quelle manière? Autant de questions que je poserai à mes deux invités ce soir, qui sont à ma droite. Julien Marcilly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef économiste au sein de l'entreprise notamment de réassurance Coface, de risque pays, pardon, d'assurance crédit. À ma gauche, Bruno Marques. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Molinari, qui est un think tank européen spécialisé notamment dans les politiques économiques. Exact. Merci d'être à mes côtés tous les deux ce soir. Tout de suite, la question apéritif. Avant ces deux gros sujets, on parle d'Emmanuel Macron. C'est pas la première fois depuis le début de la crise sanitaire que tous les regards sont braqué en France vers un homme, vers un seul homme, en l'occurrence le chef de l'État. Voilà cette question apéritive, j'ai appelé ça Covid, trop de pouvoir pour un seul homme, en l'occurrence Emmanuel Macron. Alors voilà, quelques éléments, soit plus ou moins drôles pour lancer cette dépêche BFM. Covid-19, Emmanuel Macron envisage de s'exprimer dès cette semaine ou la suivante. Donc, on a l'impression que ce sketch-là, on l'a depuis des semaines et des semaines, 52 à peu près. Et puis le compte Twitter humoristique, ou satirique BK qui nous dit on en est là, point. Ce matin, la une de Libération, il attend quoi? Encore évidemment, le chef de l'État, manifestement le quotidien qui appelle au confinement, à la limite, ils ont le droit, c'est pas tellement notre sujet à nous ce soir, mais encore une fois, voilà, le il qui incarne la concentration du pouvoir. Et puis, ce papier qui a beaucoup plu, à la fois sur le site du Monde qui l'a publié et puis sur les réseaux depuis. Covid-19, Emmanuel Macron, le président épidémiologiste, selon ses proches, nous dit quotidien, le chef de l'État qui maîtrise des travaux épidémiologiques au point de ne plus forcément suivre les conseils du conseil sanitaire, et avec notamment cette citation assez géniale du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer: ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. Donc il parle encore une fois évidemment du chef de l'État. Alors le propos n'est pas de vous demander, messieurs, enfin sauf si vous voulez avoir un avis, vous avez le droit aussi, s'il faut ou pas reconfiner ce soir, demain soir, samedi matin, dimanche midi ou lundi après-midi, mais sur cette idée que, notamment en France, notamment sous nos institutions de la Ve République, il y a même un journaliste de l'opinion qui a fait un parallèle osé avec la situation Rwanda dans les années 90, avec la publication du rapport des historiens pour dire que c'était l'Élysée dans son coin qui avait tout décidé. Est-ce que vous trouvez, vous êtes étonné, encore une fois c'est pas nouveau, mais de nouveau les regards se concentrent vers l'Élysée, sur cette concentration
du pouvoir sur un sujet, certes majeur, mais la France se distingue un petit peu. Alors, il y a d'autres pays pareils, mais effectivement, notamment sur la mise en retrait de la représentation nationale des parlementaires sur le sujet. Nicolas Marquez, quel est votre regard sur cette concentration du pouvoir chez nous au regard des enjeux? Oui, effectivement, on a Covid dans un pays très, très centralisé. Ouais. C'est-à-dire que tout remonte à l'État, tout le monde attend de l'État le signal. L'État, qui historiquement était un producteur, s'est séparé de toutes ces entreprises publiques. Il est devenu il agit plus sur l'économie en régulant. Et on voit dans toute une série de politiques publiques qu'il n'est pas toujours très bon en régulation, que ce soit la fabrique de la norme, la fabrique de la loi ou la fabrique de la fiscalité. Mais en l'occurrence, c'est assez légitime que l'État s'occupe de ça, quand même. Là, c'est légitime, mais on est dans un État qui, n'a plus de tradition de prévention. Historiquement, elle existait, elle a disparu au fil des ans. En matière de protection sociale, d'ailleurs, l'essentiel de la prévention, c'était fait par les mutualités. La sécurité sociale, telle qu'on la vit aujourd'hui, est un acteur faible en prévention. On l'a vu dans le cadre de cette pandémie. C'est plus en aval, vous voulez dire, dans le remboursement des traitements. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit une décrépitude maintenant de la gestion de crise. Historiquement, on a été très bon en gestion de crise en France. C'est des techniques qui ont été développées par l'armée, par le ministère de l'Intérieur. Et là, on est dans une gestion de crise sanitaire au long cours et sans respecter les canons de la discipline qu'est la gestion de crise. On a des très grands experts, Xavier Guilloux ou autres, on a des experts internationaux et on a, les journalistes ont l'impression d'une certaine improvisation. Nous, ce qu'on voit à l'Institut, on est économistes. Et on se pose la question, est-ce que les calculs ont été faits? Parce que finalement, on est en train, au long cours, de réduire l'activité. Ça nous fait penser un peu à la phrase d'Hayek, quand on veut couper la queue de son chien, on ne le fait pas en petits bouts. On a intérêt à le faire une fois parce que ça lui fait moins mal. Il y a des gens qui croient que si on coupe la queue du chien en petits bouts, ça va faire moins mal. C'est l'inverse. Et ce qu'on aimerait, c'est que le calcul économique soit fait. Parce que clairement, là, on a une économie qui est au ralenti. Quand on regarde... Alors, l'occurrence, les appels, c'est plus à la ralentir encore plus, l'économie. Enfin, je veux dire, les appels de certains, et globalement... Mais je vous avoue qu'il faut faire les calculs. On a regardé économiquement ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Océanie, même ce qui se passe en Afrique, puisque l'Afrique est moins ralentie que l'Europe. Concrètement, on a fait le choix de gérer Covid par petites touches, au long terme, et on est 1 an après. Et ce choix, il faudra l'auditer un jour, parce qu'économiquement, on n'est pas reparti. Moi, je suis avec mon masque, les cafés, les restaurants sont fermés depuis 7 mois. On est quand même dans un pays avec une grande tradition touristique. Tout ça, c'est à l'arrêt. Et il faudra réellement se reposer la question. Le président Macron voulait réduire la circulation à 5000 en décembre, première semaine de décembre, pour aplatir la courbe. Alors on est revenu au-dessus de 30 000. Peut-être qu'il faudra refaire les efforts nécessaires pour y arriver, parce que sinon, on aura une vie au ralenti au long cours. Alors, alors, vous l'avez évoqué, mais après vous avez élargi à l'opportunité ou pas de la politique en question. Sur la concentration des pouvoirs, Emmanuel Macron, il a quand même été élu, il n'est pas illégitime, faut le rappeler. Qu'en pensez-vous, Julien ? Bon, de toute façon, la question de l'équilibre des pouvoirs en démocratie, c'est pas nouveau. Chacun a son avis sur la question. Bien sûr, oui. Moi, il y a toutes sortes de régimes dans différents pays. Oui. Bon, moi, à titre personnel, ça ne me choque pas que pour les décisions extrêmement importantes, ça remonte tout en haut. Ce soit le président qui décide pour 2 raisons. La première, c'est que dans ce type de crise, on pourrait comparer ça aussi à des conflits extérieurs où, in fine, c'est aussi le président qui décide, il faut déjà décider vite. Ce qui ne va pas dans le sens d'un partage de la décision, notamment avec le Parlement. Et puis, deuxième point, il faut bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui rassemble et concentre tous les types d'informations. C'est-à-dire que vous avez le Conseil sanitaire qui, évidemment, est légitime pour donner son avis sur les questions sanitaires. Mais de l'autre côté, vous devez avoir aussi d'autres personnes qui donnent leur avis sur la situation économique et le coût économique. Vous en avez d'autres qui vont vous dire, oui, mais attention, là, si on ferme les écoles, il y a un risque de décrochage. Et in fine... Il faut quelqu'un arbitre. Exactement. Et ça donc voilà, tant qu'avoir un arbitre, au moins que ce soit celui qui est tout en haut et qui a quand même été élu, qui rendra des comptes vraisemblablement pour les décisions importantes. Ses concitoyens dans un an. Clairement. Allez, on verra
ce que décide, de quelle couleur sera la fumée, ce que décidera, alors en l'occurrence, l'arbitre ultime qui est le chef de l'État sur ces questions. Alors, est-ce qu'il s'exprimera dans quelques heures, dans quelques jours ou plus tard, on verra. Allez, tout de suite, notre premier débat. On ne va pas complètement s'éloigner de la crise sanitaire. On va revenir sur des sujets qu'on a traités régulièrement, mais ça revient un petit peu en actualité. Le plan de relance. Premier débat. Faut-il déjà un second plan de relance? C'est le texte, le thème de ce premier débat. La question que je vais poser à mes deux invités rapidement du contexte. Alors, il y a le contexte sanitaire, on vient de l'évoquer autour du chef de l'État. La situation sanitaire est plutôt, en tout cas dans l'ensemble de régions de notre pays, en train de se dégrader. Et pas que dans notre pays. Regardez ce que nous rappelait une dépêche là aussi il y a en début de journée, je crois. L'Italie qui va de nouveau faire un peu machine arrière, va imposer une quarantaine à tous les voyageurs de l'Union européenne, alors que c'était plutôt le pays le plus ouvert, avec un certain nombre de régions en Espagne pour notamment les touristes. Vous évoquez la question du tourisme tout à l'heure, Nicolas. On a dans le contexte les États-Unis avec, regardez ce titre dans les Échos ce matin, comment Joe Biden prépare son méga plan d'investissement. Alors c'est pas les 1900 milliards de plan de soutien qu'il a fait voter au Sénat et à la Chambre des représentants il y a à peine quelques jours. C'est un nouveau programme de modernisation des infrastructures qui sera présenté demain par le président des États-Unis depuis la bonne ville de Pittsburgh et qui, là encore, devrait se chiffrer en milliers de milliards, c'est déjà pas mal, et qui pose la question du décalage quand même, effectivement, entre le soutien, l'influx sanguin envoyé dans l'économie américaine versus ce qui est fait en Europe et ce qui précisément conduit à notre chef de l'État qui n'est pas que chargé des questions sanitaires, qui est aussi chargé des questions économiques. Regardez ce papier dans Le Monde, c'était pas Le Monde de ce soir, c'était Le Monde d'hier soir. Le débat autour de l'amplification du plan de relance s'intensifie, notamment compte tenu de l'annonce du plan d'infrastructure aux États-Unis. Et Le Monde qui disait Macron souhaite une réponse plus vigoureuse. En l'occurrence, c'était lors du Conseil européen qui s'est tenu en fin de semaine dernière en visioconférence entre les chefs d'État de l'Union. Macron qui a noté avec inquiétude le décalage de trajectoire préoccupant entre les deux blocs, c'est ce que j'évoquais. Et en voyant bien que le niveau des États-Unis va retrouver leur niveau de PIB mi-2021, alors que nous sera plutôt mi-2022. Donc ça fait quand même un décalage d'une année. Et le chef de l'État qui a suggéré à ses partenaires de revoir à la hausse l'enveloppe allouée à la relance européenne. Ce plan de relance européen, c'est au total 750 milliards. Il a été, en tout cas les chefs d'État de l'Union se sont tapés dans la main, c'était en juillet 2020, début juillet 2020, donc ça commence à être assez ancien. À l'époque, je le disais dans le sommaire, on était plutôt en sortie de crise. On avait le sentiment qu'on était en sortie de crise sanitaire, alors que depuis, on a eu la deuxième et la troisième vague. Et de même que le plan de relance français a été présenté à la fin de l'été. Et là encore, on était plutôt dans une logique de sortie de crise. Et depuis, les montants avancés pour l'un et pour l'autre, sans parler des contretemps, on en parlera aussi, n'ont pas été changés. Julien, déjà, est-ce qu'en termes de calendrier, il est opportun ce débat sur l'éventualité d'un second plan ou d'un plan enrichi, grossi, de rallonger, si on parle de rallonge budgétaire, compte tenu de la situation économique? Est-ce que c'est le moment de se poser la question? Est-ce que c'est un peu tôt, un peu tard? Vous en pensez quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se la pose en comparatif avec les États-Unis, comme vous le disiez. L'été dernier, on parlait de ce plan de relance européen, et pour une fois, on se disait les Européens ont été assez rapides et assez réactifs après la crise. Bon, au final, quand on regarde, on peut faire des comparaisons, même si elles sont un peu simplistes. À l'échelle de la France, le plan de 100 milliards qui avait été annoncé l'été dernier, bon, grosso modo, c'est 4 à 5 points de PIB. Si on compare ça avec tous les plans successifs qui ont été annoncés par les deux administrations américaines, à cheval sur les deux mandats, c'est quasiment 5 fois moins. Alors, c'est un peu simpliste parce que nous, on a plus de stabilisateurs automatiques, etc. Mais quand même, c'est vrai que ça fait pas le figure. Donc, il y a le montant qui est très différent. Et puis, ce qui est aussi important, c'est la question de l'exécution. C'est-à-dire que nous, on en parlait déjà l'été dernier. Ouais. Et là, pour le volet européen, tout n'a pas encore été mis en œuvre, loin de là. Donc,
À première vue, c'est vrai que c'est opportun. Loin de là, il faut le rappeler, il n'y a pas un euro sur les 750 milliards qui a été versé pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas encore validé par l'ensemble des pays. Complètement. Il y a encore une dizaine de pays qui doivent le valider. Et en plus, il y a un nouveau retard en Allemagne, alors que les deux chambres du Parlement l'avaient validé. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe l'a temporairement bloqué. Donc effectivement, on risque d'attendre au moins un an. Exactement. Bon, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même regarder dans le détail. C'est-à-dire que certes, le plan de relance américain, il est massif. Après, son inconvénient est qu'il est très peu ciblé. Et notamment, ce qu'on a observé l'année dernière, c'est que la totalité de la relance américaine, elle a été compensée par une hausse de l'épargne. Bon, vous me diriez, ça a quand même compensé. Donc peut-être que ça aurait été pire sans le plan de relance. Mais quand on regarde notamment les enquêtes qui sont menées aux États-Unis auprès des ménages, ils nous disaient en fin d'année dernière, sur le plan de relance qui a été décidé en 2020, je vais plutôt l'utiliser soit pour me désendetter, soit pour épargner, mais seulement un quart des ménages disaient qu'ils allaient en profiter pour dépenser davantage. Ce qui veut dire que voilà, le multiplicateur budgétaire qui est lié à ce plan, il est beaucoup plus faible que d'habitude. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'enveloppe. À l'inverse, c'est vrai qu'en France, il y a un côté et en Europe, on a vu les choses moins en grand. Mais on peut aussi se dire que par rapport aux précédentes crises, ce sont quand même des mesures de relance qui ont été annoncées vite pour sauver des entreprises et qui ont été très bien ciblées. Et nous, on le voit très bien en tant qu'assureur crédit, notamment quand on regarde le nombre de faillites d'entreprises, donc ce qui pose après d'autres questions de moyen terme. Mais beaucoup d'entreprises ont été sauvées au moins temporairement grâce à toutes les mesures liées aux prêts garantis, au fonds de solidarité et aux autres mesures. Donc après, est-ce qu'il faut en faire plus aujourd'hui ? Oui, probablement. Il y a toute la question de coûts fixes pour des entreprises qui ne peuvent pas opérer aujourd'hui. Et puis, peut-être ce qui a été un peu oublié, c'est que finalement, toutes les personnes n'ont pas été touchées de la même manière. Et donc, il y a des catégories de population. On peut penser aux jeunes, par exemple, où il faudrait peut-être en faire plus, sans forcément que ça coûte beaucoup, d'ailleurs. Mais on peut penser à des questions de compensation en matière de temps d'éducation pour les étudiants ou d'autres choses de ce type. Et c'est peut-être dans ces deux directions-là qu'il faudrait aller si jamais on veut faire plus. Nicolas Marquez, vous insistiez dans les questions précédentes là, sur la situation économique encore difficile dans le pays, a fortiori pour un certain nombre de secteurs. Entre d'une part le retard à l'allumage éventuel des plans de relance déjà annoncés, a fortiori le plan européen qui n'est pas encore entré en application pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et d'autre part le décalage en volume, en montant avec la situation américaine, qu'est-ce que vous retenez en premier comme sujet prioritaire selon vous ? Effectivement, je partage ce que vous avez dit. Je ne pense pas qu'il y a un sujet majeur de demande. Les indicateurs montrent qu'il y a des sujets sectoriels, il y a des publics, il y a des professionnels, par exemple la restauration, le théâtre, le loisir. Tout ça, c'est une économie qui est à l'arrêt. Il y a des sujets sur les jeunes. Mais globalement, si plan de relance supplémentaire il y a, il ne faut pas croire qu'il faudrait l'axer sur la demande. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudra l'axer sur l'offre. Notre sujet, c'est globalement une économie qui est affaiblie et une économie qui fait son bout de chemin, un peu comme une voiture, si vous me permettez l'image, comme une voiture qui circule avec le frein à main. Ouais. Vous voyez, on peut circuler dans toute l'Europe en automobile encore. Il y a des endroits où il y a des limitations de vitesse plus ou moins élevées. Et puis quand on arrive en France, on met son frein à main. C'est le coût fixe qu'on appelle l'impôt de production. Et puis notamment, quand on passe en Espagne, on peut relâcher son frein à main, on peut recirculer normalement. Et c'est ça qu'il faudrait traiter. Nous, si on considère qu'il doit y avoir un énième plan de relance supplémentaire, il doit concerner les impôts de production, il doit être calibré à 25 milliards d'euros. Alors, dans l'enveloppe des 100 milliards, il y avait déjà 2 fois 10 sur la baisse des impôts de production qui était jamais vue. Enfin, en tout cas, c'était vendu comme ça par Bercy, comme étant déjà un premier geste majeur pour les entreprises, et notamment c'est dans le secteur industriel qui pèse beaucoup ces impôts de production. Mais quand on regarde, il y a 120 milliards d'impôts de production en France. Quand on enlève les subventions de production, on est à 75. Et donc, le gouvernement a décidé de faire un geste, de passer ce 75 à 65. Mais ça reste totalement minime. Quand on regarde, par exemple, l'industrie, pour nous mettre à niveau de la moyenne européenne, il faudrait supprimer 80% des impôts de production. C'est-à-dire qu'il faudrait en supprimer les 4/5. Et là, on va faire un petit geste.
mais on va rester totalement surchargé en impôts de production par rapport à tous nos voisins européens. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut réaliser, c'est que... C'est quasiment indépendant de la situation de la crise sanitaire. Ce que vous évoquiez, vous auriez pu avoir le même discours il y a un an. Enfin, un an, c'est la crise sanitaire, on va dire 1 an et demi, pour être sûr que c'est plus avant. Mais en fait, l'économie française s'était habituée à ces impôts de production qui sont une anomalie, avec la crise sanitaire, qui touche plus durement la France. Parce que les chutes de PIB, elles sont 2 fois plus élevées en France qu'aux États-Unis, elles sont 2 fois plus élevées en France qu'en Suède. Alors si on regarde l'Europe du Nord, effectivement, vous avez raison. Si on regarde l'Italie et l'Espagne, c'est plutôt... Alors il faut toujours se comparer aux meilleurs. Ils n'ont pas les mêmes rigidités que nous. Oui. Et clairement, pour nous, s'il doit y avoir un investissement d'avenir, c'est ça. C'est repermettre à l'économie française, à l'issue de cette pandémie, de se redresser. Les impôts de production la tuent à petit feu. Avec la pandémie, cette mortalité à petit feu est devenue beaucoup plus significative, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas les faillites, parce que tout est sous cloche, tout est anesthésié. Mais on sait très bien que cette anesthésie, elle ne va pas durer des siècles. Et on sait très bien qu'un jour, il va falloir refaire partir l'économie, arrêter les aides, et là, on va voir les dégâts. Et si on ne supprime pas notre fiscalité de production, qui est une anomalie, donc votre sentiment, c'est pas tellement d'un plan si je prends le commissaire au plan François Bayrou qui voudrait un plan supplémentaire, je sais plus, 250 milliards dans les investissements, dans les filières d'investissement dits d'avenir, les filières à privilégier, etc. C'est plutôt revoir les fondamentaux, effectivement, de ce qu'il y a dedans, ce plan de relance, avec un focus plus important posé sur la question des charges qui pèsent sur les entreprises, et notamment vous insistiez sur les impôts de production. Julien, sur déjà ce constat qui, pour le coup, je le disais, pouvait être dressé avant même la crise sanitaire. C'est vrai qu'on a tendance à répondre à la crise sanitaire, mais de fait, le plan de relance, tel qu'il avait été présenté à la fin de l'été par Bruno Le Maire, il ne répondait pas tellement à la crise sanitaire. On en profite pour... Il n'y a pas de lien direct entre la crise sanitaire et le fléchage sur le numérique d'un tiers du plan de relance, le fléchage sur les questions d'environnement d'un autre tiers. Effectivement, on aurait pu avoir ces sujets-là avant la crise sanitaire. Ce qui permet de rappeler le plus important, c'est que n'importe quel plan de relance, de toute façon, c'est secondaire par rapport à la résolution de la crise sanitaire. Mais bon, ça, on le dit tous les jours. Non, après, vous parliez des différences de performance entre pays. Sincèrement, durant cette crise, ça ne s'explique pas, à mon avis, par des différences de fiscalité d'entreprise. Ça s'explique uniquement, quasiment, par des différences de spécialisation sectorielle. Pourquoi la France fait moins bien que l'Allemagne ? Parce que le poids de l'industrie en Allemagne est plus élevé, alors que c'est aujourd'hui une crise des services. Pourquoi la France fait à l'inverse mieux que l'Espagne ou la Grèce ou même le Royaume-Uni l'année dernière ? C'est sans doute parce que dans ces économies-là, les filières des services ont un poids encore plus important dans l'économie. Donc peut-être après, les modalités de confinement, les timings de confinement n'ont pas été toujours un peu les mêmes, donc il y a aussi des petits deltas à la marge. Oui, mais globalement, c'est le profil des économies qui n'était pas identique au départ, avec des impacts différents. Ce que vous dites, c'est une manière différente de préciser ce que je dis, c'est-à-dire que pendant les confinements, de toute façon, ce sont les filières des services qui sont pénalisées. Donc si elles ont un poids plus important dans l'économie locale, on voit... Au début, le premier confinement, le BTP a été arrêté, ce qui n'a pas été le cas par la suite. C'est vrai, et c'était une exception en France d'ailleurs, parce qu'on ne le voyait pas du tout dans les autres pays. Donc peut-être jouer sur les coûts fixes dans ces secteurs précis qui ont des problèmes. Et après, je le disais, y a la question des catégories de personnes qui ont été plus durement touchées que d'autres. Et là, vous avez, je pense, 2 logiques. Il y a est-ce qu'on essaie de faire des mesures très ciblées sur ces personnes-là, les jeunes, les personnes peu qualifiées, etc. Ou alors, est-ce que c'est à l'américaine ? On lance un plan massif de relance avec l'idée derrière ça, c'est qu'il y ait même un peu de surchauffe. Et quand il y a de la surchauffe, on se dit que finalement, si le taux de chômage baisse, les entreprises qui vont faire face à des pénuries de main-d'œuvre n'auront pas d'autre choix que d'embaucher des personnes un peu moins qualifiées qu'elles n'auraient pas embauchées d'habitude. Et c'est ça peut-être qui va faire... Et de payer un peu plus cher, ce qui avait été observé avant même la crise sanitaire aux États-Unis, où effectivement sur la fin, les bas salaires avaient progressé. En conséquence, on était déjà un peu en surchauffe aux États-Unis, enfin, en tout cas avec des taux de croissance significatifs et surtout un taux de chômage qui avait baissé à 3 et quelques. C'était du jamais vu. Est-ce que ce fléchage, le fléchage de mesures de
de soutien, c'est plus des mesures de soutien ou d'aide que des mesures de relance telles qu'elles avaient été imaginées dans le plan de 100 milliards présenté à la fin de l'été, non ? Oui, et puis il y aura aussi la question des secteurs qui ont été durement touchés. Et certains vont repartir comme si de rien n'était, on commence déjà à le voir. Et puis vous en avez d'autres qui ont été durement touchés. Mais pour ces secteurs-là, c'est sans doute une crise structurelle. Et beaucoup d'entreprises ne retrouveront pas leur niveau de production d'avant-crise. Donc ce qui veut dire que les personnes employées dans ces secteurs d'activité-là, il faut prévoir peut-être des programmes de formation pour les rediriger à terme vers d'autres secteurs plus porteurs. C'est là où on fait le lien entre finalement la réponse à la crise de court terme et puis préparer l'économie de demain, quoi. Nicolas, dans votre préoccupation sur les fondements un peu structurels de l'économie, notamment de l'industrie française par rapport à la préoccupation sur la fiscalité, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tout ce qui est dans plan de relance, que ce soit dans sa taille actuelle ou dans une taille encore supérieure, telle que souhaitée, notamment, je le disais, par François Bayrou, d'investir dans des filières de demain, les filières hydrogène, les filières de batteries électriques, avec le soutien à la construction, en tout cas le lancement de méga usines de batteries électriques, y compris chez nous. On voit que ça commence à bouger un petit peu en Europe. Est-ce que tout ça, selon vous, est dérisoire par rapport aux problématiques de fiscalité que vous évoquiez, ou est-ce qu'il faut quand même pas faire les deux et essayer d'aider ou d'installer des filières lourdes pour plusieurs décennies, comme on a su le faire dans notre pays, évidemment après-guerre. On ne va pas rappeler une histoire qui est à la fois contemporaine, mais qui n'est pas toute récente non plus. Je crois qu'il y a un problème de stratégie, voire même de tactique, dans le cadre de ce que vous disiez sur François Bayrou. C'est-à-dire que rétrospectivement, quand on regarde les 50 dernières années, on a un échec de l'État stratège, on a un échec de l'État industriel. Et France Stratégie a fait un super rapport en novembre, c'est 591 pages, mais il y a des résumés, je vous invite à le lire, où il dissèque tous les choix que nos pouvoirs publics ont essayé de promouvoir, et ils analysent l'efficacité, ou en l'occurrence l'inefficacité de ces choix-là. Donc moi je pense que le pragmatisme, le demi-siècle écoulé, c'est de constater que l'État est un très très mauvais stratège. Et d'ailleurs, on parlait auparavant de la pandémie, pareil. Ça a marché dans les années 60-70, vous voulez dire, et depuis ça marche moins bien. Globalement, toutes les filières qu'on a en tête, c'est plutôt des politiques industrielles d'État qui datent des années 60-70. Parce que le plan calcul, ça n'a pas marché. Toute une série, le plan fibre, bon, on a mis de la fibre partout, mais c'est pas ça qui nous a permis d'avoir des GAFA. C'est-à-dire que notre État a du mal à anticiper. Là où il a été historiquement bon, c'est être stratège pour sa commande. Par exemple, le nucléaire, c'était sa commande personnelle, parce qu'il était légitime en tant que garant de la défense, et puis à l'époque, il contrôlait le secteur électrique et gazier, qui était très très important. Donc là, il voyait pour lui. Penser que demain, un État qui a du mal à déjà voir pour lui et voir pour ses finances publiques sera stratège et arrivera à penser pour l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain, ça me paraît bien irréaliste. Donc pour moi, un vrai État stratège, c'est quoi ? C'est un État qui fait en sorte que le terreau français soit bon pour que l'économie se développe et que la société se développe. Et il y a deux façons d'être stratège. C'est avoir une fiscalité raisonnée. Il en faut de la fiscalité, mais pas trop. Et tout à l'heure, je vous parlais des impôts de production qui sont une anomalie économique. Quand on taxe une entreprise, il faut la taxer sur ses bénéfices. Il ne faut pas la taxer sur les locaux qu'elle utilise, le matériel de travail, sans regarder son résultat. Parce qu'à ce moment-là, on tue toute une série de structures. Donc il faut une fiscalité raisonnée. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est très très lent. François Hollande a dit on supprime la C3S, ça sera fait en 2017. On en a toujours. Emmanuel Macron a été élu sur le fait qu'il allait ramener l'impôt sur les sociétés. On n'est toujours pas à 25% pour toutes les entreprises. On propose de baisser les impôts de production. On les baisse de 10 milliards, c'est pas assez. Et puis il y a un autre aspect de la stratégie fondamentale, c'est au-delà de la fiscalité, avoir un cadre réglementaire qui est propice au développement. Et on voit, nous, qu'on réglemente dans tous les sens, pour toute une série de sujets. On prend la réglementation européenne, on en rajoute, et finalement, on a chassé toute une série d'activités économiques. Et ça, c'est pas sans incidence, parce que quand vous fiscalisez trop une entreprise, ou quand vous fiscalisez ou réglementez trop une entreprise, à la fin, ça se reporte sur le consommateur. Tout ça, c'est payé par vous et nous, et quand on refuse de payer, on parlait de Bridgestone Béthune avant l'émission, on a des entreprises qui ferment.
C'est ce qui se passe. Oui, souvent les taxes, elles sont, comme vous dites, elles sont répercutées. On fait la taxe GAFA, effectivement, il y a eu des commentaires étonnés du fait qu'elle était répercutée sur les prix des services des GAFA en question. C'était prévisible. Ça paraît assez logique. Vous partagez, Julien, le scepticisme de Nicolas sur le principe des investissements d'avenir au sens de l'État qui décide quelles sont les filières qui va pousser en pensant que c'est les bonnes pour demain? Non, pas nécessairement, mais typiquement, on parlait lors de la première partie de l'émission du mode de décision et de répartition des pouvoirs. Là, pour moi, on est plus sur de la réflexion, de la prise de décision sur du temps long, contrairement à la gestion de la crise sanitaire. Et donc, typiquement, c'est le genre de sujet sur lequel il doit y avoir des échanges d'informations, une concertation entre les différents types d'acteurs. C'est pas forcément opposer le public au privé, l'État qui décide, etc. Mais ça doit être pris en commun. Effectivement, les entreprises ont toute leur place à prendre dans ce genre de réflexion. Il y a moins la nécessité de prendre ce type de décision à court terme. Donc ça laisse plus de place pour la concertation entre différents types d'acteurs, privés et publics. Une dernière question, j'évoquais ça dans mon lancement. Donc effectivement, par rapport au plan de relance européen, cette fois, le chef de l'État qui, en fin de semaine dernière, demandait il faut faire plus par rapport au plan de 750 milliards, encore une fois, qui n'a pas commencé à être versé. Vous y croyez à un accroissement de ce plan ou vous imaginez plutôt que, compte tenu de la difficulté que le premier, l'enveloppe de 750 milliards, a eu à être acceptée par l'ensemble des 27 avant d'imaginer un accroissement de cette enveloppe ou un second plan, c'est pas pour demain compte tenu de certains pays qui sont moins fans des dépenses mutualisées ou de la dette mutualisée en Europe? Bon, pour moi, au niveau européen et sur la question budgétaire, il y a deux sujets cette année. La première, c'est l'exécution de ce qui a été décidé l'année dernière, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que ça n'a toujours pas été fait. Et puis, le deuxième point, c'est au-delà d'une autre annonce éventuelle d'augmentation d'enveloppe ou d'autres plans, c'est quid du pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'on avait avant crise... Qui a été suspendu, qui est toujours suspendu. Cette règle un peu simpliste qui datait du début des années 1990, ce 3% de déficit qui n'a plus vraiment de sens. La crise est passée par là. Et maintenant, il y a une nouvelle norme à réinventer. On ne va pas revenir à cette question à cette norme des 3%. En même temps, on ne peut pas non plus rester avec des déficits aussi élevés que ceux qu'on connaît depuis l'année dernière. Donc il y a un entre-deux à inventer. Et pour moi, c'est ça le chantier aujourd'hui pour les pays européens. C'est de se mettre d'accord sur une trajectoire de retour des finances publiques à moyen terme sur une pente plus normale, plus soutenable, même si on sait que la Banque centrale européenne va continuer d'intervenir encore longtemps. Sans parler du fond, sur le fait que c'est le sujet prioritaire de revoir les règles, en tout cas de se poser la question des règles du pacte de stabilité, quand est-ce qu'on revient sur les règles initiales ou quand est-ce et de quelle manière on change ces règles, c'est la priorité de cette année 2021 d'un point de vue économique pour les 27 selon vous? Je ne suis pas sûr. Non, pourquoi? En même temps, il va bien falloir... Moi, je ne suis pas un fan du pacte de stabilité qu'on a violé dans tous les sens, puisque... On a dépassé les 60%. On n'a pas respecté. Là, non, c'est plus du viol puisque c'est autorisé. Mais... Voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit simple à faire. C'est parce que Julien dit. Donc, en fait, j'entends, je comprends le raisonnement, mais je suis pas sûr qu'on ait un quick win sur ce sujet-là. Bon, en tout cas, on sait que c'est un des sujets effectivement en réflexion au niveau des 27. On verra s'ils arrivent à accoucher d'un nouveau pacte de stabilité. À suivre, restez avec nous, on marque une courte pause, on parle commerce international juste après, à tout de suite. Retour dans l'IT Smart, merci de rester avec nous, d'être fidèle à l'émission. Dans cette deuxième partie de l'émission, on revient sur les conséquences du blocage qui est terminé, du canal de Suez qui nous a tenus en haleine, enfin je ne vais pas exagérer non plus, en tout cas bien intéressés pendant quelques jours. Canal de Suez, le titre dans les Échos ce matin, voilà, factuel, l'Evergiven a été remis à flot, le trafic reprend, le trafic va pouvoir reprendre dans l'une des voies maritimes les plus empruntées pour le commerce international, nous rappelle
Le Quotidien, qui cite un expert qui nous dit qu'il faudra maintenant au moins 2 ou 3 semaines pour rattraper les déséquilibres des flux maritimes. Il y avait 400 navires qui étaient bloqués, donc ça paraît normal qu'il ne faille pas d'un claquement de doigts, en tout cas que ça ne suffise pas pour rétablir tout ça. Et puis après, il y a les conséquences à moyen et long terme de cette crise qui a mis en avant, ou a mis en lumière quoi, peut-être une certaine fragilité ou pas. Est-ce que ça fait partie des impondérables? Et puis voilà, c'est comme ça. Puis finalement, ça a été qu'une semaine. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence, selon vous, de cette mini-crise, parce que ça a duré peu de temps, du commerce international? Est-ce que ça pose la question de nouvelles voies maritimes? Alors, il y a celle... Évidemment, je ne parle pas du cap de Bonne-Espérance qui rajoute 8 jours à tous les trafics, mais les Russes qui veulent mettre en avant la voie maritime par l'Arctique, alors qui n'est pas encore totalement opérationnelle, mais dont on parle beaucoup comme une alternative significative à terme, qui en plus serait plus courte pour les navires. Est-ce qu'il faut revoir la taille des porte-conteneurs? Là, on était sur des porte-conteneurs géants, 400 mètres de long pour l'Ever Given, plus de 20 000 conteneurs sur le bateau. Évidemment que ça pose des problèmes auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Combien va coûter cette crise? Est-ce qu'on sait? On a une capacité à savoir combien va coûter cette crise? J'ai vu des chiffres un peu qui m'ont paru énormes. Je ne vais pas les citer, mais plusieurs milliards par jour. Ça me paraît un peu dingue pour des retards, mais peut-être que je suis naïf. Moi, je pense qu'à l'échelle du commerce international, ça reste quand même un épiphénomène. Parce que c'est vrai qu'on parle de cette mini-crise. Avant ça, il y avait eu quand même beaucoup de bonnes nouvelles sur le commerce international. Si on se replace un peu un an auparavant, beaucoup de personnes étaient en train de craindre une chute du commerce international. Un peu brutale et durable. À l'image de ce qu'on avait vu en 2008-2009, où à l'époque, il y avait une surréaction entre l'impact sur le commerce international et le choc qu'on avait observé en matière de PIB pendant la grande crise financière de 2008-2009. Or, cette fois-ci, ça n'a pas eu lieu. Le commerce en volume au niveau international a quand même baissé de 5%, mais c'est peu ou prou la baisse du PIB mondial. Il n'y a pas eu de surréaction. Pourquoi? Parce qu'on est face à une crise des services. Or, ce sont toujours beaucoup de biens qui sont échangés à l'international. Il n'y a pas eu non plus de surréaction liée aux questions de financement pour les entreprises, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les États ont été présents pour aider. Et puis aussi, le niveau de départ n'était pas le même. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, on sortait quand même de 6-7 années de très forte croissance du commerce mondial. Or là, on sortait de plusieurs années avec la rhétorique Trump, protectionniste, etc., etc. Et donc, les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. Nous, on essaie de modéliser, on fait des prévisions sur le commerce international en regardant en incluant certains indicateurs avancés dans un modèle statistique assez simple. Le volume de transport maritime, la confiance des industriels aux États-Unis, les exportations coréennes, parce que souvent c'est un bon condensé du commerce mondial. Ah oui, ouais, et ça nous donnerait une croissance en volume de 6 à 7% cette année. Et là-dessus, il y a à la fois des risques. Et c'est ça qui explique l'envolée du prix du trafic de l'unité porte-conteneur, là, effectivement, ce qui valait $1 000 il y a quelques mois, en valait 4-5 000 il y a quelques semaines, encore plus pendant quelques jours, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a peut-être la surprise qui est la vigueur de la reprise de certains secteurs industriels au niveau mondial depuis la fin de l'été dernier. Et ça, peu de monde l'anticipait. Deuxièmement, il y a des mesures de politique économique, on en revient, par exemple, les mesures aux États-Unis, à la fois de Trump, de Biden, qui poussent aussi à la hausse l'activité industrielle. Et donc ça va profiter aussi aux Allemands, aux Mexicains qui exportent vers les États-Unis. Et puis, il y a certains épiphénomènes qui ont fait l'année dernière que les chaînes de valeur ont été un peu bousculées. Donc, des containers sont restés bloqués dans certains ports et n'ont pas pu être rapatriés. Ça a gêné un peu le commerce. Donc, c'est cette conjonction un peu de problèmes d'offres et puis surtout de vigueur de redémarrage de la demande dans certains secteurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu cette augmentation des prix. Quelles vous paraissent est-ce qu'il y aura des conséquences, selon vous, de cette crise? Ou est-ce que, une fois que la crise est finie, on oublie d'en tirer des conséquences? Souvent, c'est souvent le cas. On pense à autre chose. Oui, je pense qu'il y aura des conséquences parce que tout ça, ça plaide pour plus de redondance. Finalement, on se rend compte que le circuit court
zéro stock, qui a été le modèle pendant des décennies. Ça fonctionne en temps normal. Ça fonctionne quand tout va bien. Quand tout va bien. Et le fait que tout aille bien n'est pas une certitude. On se rend compte à nouveau avec Covid, et puis avec, par exemple, le froid aux États-Unis qui a bloqué l'industrie pétrochimique, qui fait qu'on n'a plus de puces, et que certaines usines sont à l'arrêt dans l'automobile. On se rend compte que la chaîne courte, c'est une fragilité. On l'avait vu avec la Chine au moment de la crise. La dépendance peut être une fragilité sur les masques. Et donc, on peut réellement penser que les acteurs économiques vont intégrer le fait que c'est pas un aléa, c'est pas un signe noir, c'est un signe blanc, pour reprendre le vocable de Nassim Taleb, c'est quelque chose de régulier et qu'il faut en tirer la conséquence. C'est pour ça que je vous parlais des impôts de production et le fait de... il faut qu'on pense le fait de ne pas tout externaliser, de ne pas dépendre systématiquement toujours des autres. On est dans des économies, quand on les regarde globalement, sur la période longue, on est des économies avec moins en moins de capital et de moins en moins de stock. Alors ça peut fonctionner, mais il ne faut pas croire que ça va toujours fonctionner. On est plus dans un exercice d'équilibrisme dans certains cas de figure. Quand on fait de l'équilibrisme... Il y a deux sujets, il y a constituer des stocks ou alors rapatrier les unités de production quand on il faut choisir. Ce type d'aléa. Il faut se poser la question. C'est plus facile à court terme de constituer des stocks que de créer des usines. Mais est-ce qu'à terme, vous pensez que l'espèce de prise de conscience, qui a déjà été très forte avec la crise sanitaire, bien plus forte que la prise de conscience qu'on peut avoir suite à cette petite crise d'une semaine du blocage du tunnel. Mais il faut se poser la question, il faut faire les business plans. Moi, je crois foncièrement dans le commerce international. C'est quelque chose de très important pour nos économies. Je ne vous dis pas qu'il va disparaître, bien au contraire. D'ailleurs, on voit qu'il se porte très bien, c'est une très très bonne nouvelle. Mais on voit aussi qu'on a des pans d'économie qui sont heurtés par les problèmes d'approvisionnement, les délais d'approvisionnement. Le transport maritime, il y a deux phénomènes qui sont intéressants. Vous l'avez souligné, le premier, c'est l'envol du prix du container, x5. Et puis, le fait qu'il y a des retards 2, 3 semaines, 4 semaines dans certains domaines. Et ça parasite le développement économique. Donc, ça a un coût. Et je pense que les business models seront refaits en intégrant mieux ce coût-là. Bon. Et j'ai envie de dire, pour revenir sur les Vergiven et Suez, c'est une crise intéressante, ce n'est pas une crise majeure. Les crises majeures, c'est ce que je prends en termes de risque, on comprend comme précaution à dire, c'était confirmé aussi. C'est nos grands réseaux, les grands réseaux électriques. On l'a vu, on a une démonstration il y a un mois aux États-Unis avec des morts de froid parce que le réseau électrique ne fonctionnait plus. C'est les réseaux Internet. Demain, nous sommes tous dépendants des réseaux. C'est une nouvelle fragilité. C'est une fragilité majeure. Si Internet s'arrête, on ne peut plus faire l'émission, les auditeurs ne peuvent plus la regarder, on ne peut plus téléphoner, on ne peut plus acheter d'essence, tout s'arrête. Et ça, il va falloir apprendre à gérer le risque, à gérer ce risque-là. Est-ce que vous imaginez, j'évoquais les routes maritimes alternatives ou pas maritimes d'ailleurs, parce que les Chinois, je crois, en avaient profité ces derniers jours pour mettre en avant leur route de la soie terrestre comme alternative potentielle au trafic de porte-conteneurs par la mer Rouge et le canal de Suez pour aller de l'Asie, qui quand même globalement reste encore une zone de production majeure à l'échelle de la planète, vers l'Europe de l'Ouest, qui est encore une zone de consommation importante. Vous y croyez à ces alternatives ou ça va rester marginal? J'ai des chiffres quand même sur le trafic ferroviaire Chine vers l'Ouest. C'est encore très faible par rapport à ces chiffres-là, mais je ne sais pas comment on était passé de... Alors, attendez, je ne vais pas dire une bêtise, de 3 000 trains sur l'année à 15 000 l'année dernière en 4 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on imagine par rapport au trafic de porte-conteneurs, c'est pas grand-chose, mais la tendance est là. C'est quelque chose qui peut... ou c'est complémentaire plus qu'alternatif? C'est exactement ça, c'est-à-dire ça augmente beaucoup, mais à partir d'un niveau qui est extrêmement bas. C'est-à-dire que quand on regarde les moyens de transport pour le commerce international qui sort et qui rentre dans l'Union européenne, vous avez à peu près la moitié, c'est évidemment du transport maritime, en valeur du transport maritime, après à peu près un quart qui est de l'aérien, 20% du routier, et donc parmi ce qui reste, donc quasiment pas grand-chose, il y a le ferroviaire. Donc ça peut constituer une alternative qui coûte plus cher, beaucoup plus cher, qui prend moins de temps. Donc on en revient à ce que vous disiez, c'est un arbitrage à prendre en compte dans les business plans. Pour moi, ça va plutôt être une alternative à la rigueur au transport aérien,
c'est-à-dire pour transporter des produits à plus forte valeur ajoutée et qui doivent être acheminés assez rapidement vers le consommateur parce que ces comportements de consommation ou ces goûts changent plus vite. Donc on peut penser à l'électronique ou des biens dans le textile habillement par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que pour tout ce qui est acheminement de matières premières, de biens volumineux, c'est peu probable que le train soit une alternative crédible au transport maritime. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ce qui est frappant avec cette mini-crise, au risque d'être un peu réducteur, c'est qu'il y a un an, on se posait une question comparable. C'était est-ce qu'on doit se diversifier parce qu'on dépend trop de la Chine ? Et finalement, c'est vrai que là aussi, c'est difficile de relocaliser pour une grande partie des activités, pour une raison de coût, pour une raison d'accès aux compétences. Mais cette petite crise, elle fait réfléchir les entreprises qui se posent la question, est-ce que je ne dois pas aussi, en plus de diversifier mes fournisseurs, diversifier mes modes d'acheminement des produits, quand c'est possible. La taille des porte-conteneurs, vous imaginez qu'on se posera des questions, est-ce que l'efficacité économique, et au passage d'ailleurs un peu environnementale aussi, à mettre plus de conteneurs sur un même bateau, est quand même imparable, et que donc imaginez que cette vague vers le gigantisme, il y a un reflux à la faveur de cette crise, est un petit peu naïf. C'est une bonne question parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les plans, en tout cas parmi les grands constructeurs en Chine, en Corée du Sud, étaient plutôt à construire même des porte-conteneurs encore plus gros que celui qui... en plus, la consommation de carburant à la tonne est plus faible, donc le rejet de CO2, c'est pour ça que je parlais de dimension environnementale qui en plus favorise... à la fin, c'est quoi ? C'est l'Égypte qui va devoir peut-être un petit peu moderniser son canal, selon vous Oui, et puis il faudra une enquête, il faudra comprendre, parce que c'est un convoi, il y a un bateau qui est sorti, il faudra analyser, et peut-être qu'effectivement... Oui, l'histoire du coup de vent est quand même difficile à prendre pour argent comptant. Parce que c'est vrai qu'il est grand, mais c'est 220 000 tonnes. Dans le gigantesque en maritime, un des plus gros références que j'ai, c'est 550 000 tonnes pour le Bacillus dans les années 80. C'était un énorme pétrolier fait par la Shell. C'était 2 fois ce porte-conteneur. Donc, l'argument de la taille, se dire que c'est trop gros, moi je le prends pas en tant que tel. Après, effectivement, quand on se met de travers, quand on fait 400 mètres, ça pose plus de problèmes. On bloque plus facilement que si on faisait 100 mètres. Parce qu'effectivement, même de travers, on passe sur un... Je crois qu'il fait 200 mètres de large, le canal à cet endroit-là. Je parlais de route maritime. Alors, c'est quelle échéance, la route arctique ? J'en ai aucune idée. Non, je sais aussi que, évidemment, avec le réchauffement climatique, maintenant il serait possible de le faire, et ça a été tenté cette année pendant l'hiver avec succès. Mais non, c'est très difficile de savoir exactement si à moyen terme ce serait une alternative crédible. Et puis après, on le voit avec le vaccin, tout ce qui concerne les Russes, l'Occident n'aime pas tellement en ce moment, mais alors, je ne sais pas si on a tort ou raison. Mais... Et pour revenir à la question de l'alternative entre le transport ferroviaire et le transport maritime, il y a aussi un autre point négatif en ce qui concerne le transport ferroviaire, c'est évidemment que les trains doivent traverser beaucoup de frontières, de pays potentiellement à risque. Et donc ça aussi, ça augmente le nombre d'incertitudes pour une entreprise qui cherche à se faire approvisionner. Est-ce que on peut projeter, on dit beaucoup, on a beaucoup lu, écrit, encore une fois depuis cette crise, depuis un an, que le commerce international allait se régionaliser, c'est-à-dire plus que on allait passer de l'évolution de la mondialisation, c'était vers une régionalisation autour de un grand bloc Asie, un grand bloc Europe et un grand bloc Amérique. Vous y croyez à ça, ou c'est plutôt pareil de la réflexion un petit peu savante, mais pas forcément très, très concrète quand on voit qu'on continue à importer nos masques de Chine, Oui, c'est clairement un scénario qui n'est pas écarté. De là à dire que ça sera l'alpha et l'oméga et la tendance, j'en suis pas là. Dans vos études, alors, je reviens à vous parce que c'est le commerce international, c'est votre métier, dans l'assurance crédit, cette idée de régionalisation croissante du commerce international, c'est quelque chose
concret En Europe, c'est déjà fait depuis longtemps, très clairement. En Asie, en Asie, on observe aussi quand même bien avant le début de cette crise, que les échanges intra-zones prenaient beaucoup d'importance année après année. Et même l'année dernière, au cours de l'année 2020, comme la reprise a été plus rapide et plus forte en Asie, ce sont d'abord les échanges intra-asiatiques qui ont tiré le rebond du commerce international. Donc oui, c'est une tendance qui est en cours. On observe aussi des initiatives, par exemple en Afrique, pour promouvoir davantage d'échanges régionaux. Et puis après, le rythme de cette régionalisation, il va aussi dépendre des questions géopolitiques. C'est-à-dire que est-ce que la Chine et les États-Unis vont réussir à trouver un modus operandi pour continuer d'échanger et de commercer, ou alors est-ce que la situation va continuer de se durcir entre les deux géants, et auquel cas, dans de plus en plus de pays, il va falloir se prononcer un peu plus et prendre position. Et donc, évidemment, ça ne veut pas dire une disparition complète des échanges entre régions, mais c'est vrai que ça va plutôt dans le sens d'un poids plus important des échanges intra-régionaux au sein du Le blocage du canal de Suez, il y a 30 ans, ça aurait été plus impactant ou moins impactant ? Compte tenu de l'importance de la zone pacifique, du trafic dans le commerce mondial. Moi, je dirais plus impactant pour une raison très simple, qui est que désormais, que ce soit dans les pays émergents ou les économies plus matures, nous sommes dans des économies beaucoup plus servicielles, qui sont quand même moins dépendantes d'activités industrielles. Allez, il nous reste 5 minutes, c'est l'after. On balaye 2-3 sujets d'actualité pour terminer l'émission. Allez, donc quelques minutes des réactions sur des actualités. Regardez cette dépêche AFP. La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en bourse à Londres à 3,90 livres par action, ce qui lui octroie une valorisation de 7,6 milliards. On parle en livres sterling, a indiqué à l'AFP une source proche du groupe. Quand vous voyez une telle information, vous vous dites quoi l'un et l'autre? Un, il y a quand même des grands gagnants à la crise sanitaire qu'on vient de vivre depuis un an. Deux, c'est plutôt un peu moins que prévu il y a 2-3 semaines. Donc voilà, c'est finalement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. 3, vaut mieux être actionnaire que dans la nouvelle économie que non pas salarié, parce que précisément même les salariés ne sont pas salariés. Et 4, si finalement quand même, puisque on a tous lu qu'ils vont tous quand même toucher, même les livreurs qui ne sont pas salariés, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros de primes à l'occasion de cette introduction en bourse pour les plus fidèles d'entre eux. Voilà, Deliveroo en bourse. 8-9 milliards de valorisation, c'est Julien, quel cas vous... J'utilise beaucoup, donc je me dis que je ne dois pas être le seul, donc je comprends. votre réaction, c'est la réaction du client utilisateur. Nicolas? Moi, et j'utilise pas. Personnellement, j'aime bien le contact avec mon restaurant du coin. C'est-à-dire le restaurant du coin, la plupart du temps, il n'est pas ouvert en ce moment. Mais il prend des commandes. Il prend les commandes, mais ça peut être le restaurant du coin quand même. Oui, mais... C'est aussi souvent le cas. Je préfère me déplacer, aller voir le restaurateur ou qui se déplace. Quand vous dites c'est que dans cette crise, il y a quand même des vainqueurs. Ouais. Et des gens qui ont... ils s'en sortent bien. Et ils sont bien positionnés. Effectivement, c'est important de le rappeler que dans la crise, il y a des opportunités pour toute une série de personnes qui font du service et qui font du service bien fait. Donc je conteste pas l'utilité de Deliveroo, je suis pas consommateur et je préfère le contact direct avec mes... De l'extérieur, que toutes ces plateformes numériques évidemment ont beaucoup profité de cette année de crise sanitaire et économique. Rien à voir. On part aux États-Unis à propos d'un article sur les bonus à Wall Street. Elle avait un site qui s'appelle inégalité.org en anglais, donc on comprend le propos du site en question, qui dit que les bonus payés pour payer aux 182 000 employés de l'industrie de la banque d'investissement à Wall Street aurait permis de payer 1 million d'emplois au salaire minimum. Et commentaire par-dessus de Robert Reich, qui est l'ancien secrétaire au travail de Bill Clinton, je crois qu'il dit que si le salaire minimum aux États-Unis avait progressé depuis 1985 au même rythme que les bonus de Wall Street, le salaire minimum en question serait de $44, alors qu'il est autour de 10-11 de mémoire, et que Joe Biden voulait le faire passer à 15 dans son
plan de relance, cette mesure n'est pas passée. Que vous inspire ce comparatif, Julien ? Mais au-delà de ce comparatif spécifique, c'est vrai que le thème des inégalités sociales monte beaucoup. Notamment aux États-Unis, en Europe, c'est mais quelque chose de très, exactement, encore plus très central manifestement pour la nouvelle administration. Qui est très central déjà qu'il l'était pour la précédente, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, et qu'il l'est pour la nouvelle. Et c'est aussi pour cette raison, à mon avis, qu'il y a toute cette question de l'utilité du plan de relance américain pour les catégories sociales les plus défavorisées, avec l'idée que en faire peut-être trop, c'est aussi le meilleur moyen pour arriver à toucher les catégories sociales qui sont les plus loin du marché du travail. C'est vraiment quand on a embauché toutes les personnes les plus employables et qu'il y a quand même encore des besoins pour les entreprises, que celles-ci vont se résoudre, entre guillemets, à embaucher celles qui sont les moins employables et donc celles qui sont le plus loin des... Par définition, en bas de l'échelle des salaires, enfin même pas des salaires, parce qu'en l'occurrence, s'ils sont tout en bas, ils n'ont même pas de salaire. Nicolas, sur ce thème et ce comparatif ? Oui, c'est amusant, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une maturité différente et il y a beaucoup de personnes qui comprennent que si on montait le salaire minimum à $44, ça serait très attrayant, mais il y aurait beaucoup de chômage, énormément de chômage. Je ne crois pas que c'est ce qu'ils veulent proposer. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on importe ce sujet américain en France. On parle énormément d'inégalités en France. Ça fait vendre des best-sellers, ça fait des unes de journaux. Quand on regarde, c'est sûrement moins réel dans les chiffres qu'aux États-Unis. Bien moins réel. Même quand on regarde, il y a une redistribution qui est bien plus forte chez nous. Oui. La première inégalité en France, c'est pas une inégalité salariale, c'est j'ai un emploi ou j'en ai pas. Et nous, on est dans des économies où on tourne avec un rythme de croisière entre 7 et 9% de chômage. C'est pour ça que là, on parle des États-Unis. Et donc, le vrai sujet, c'est de ne pas importer naïvement et de façon décalée ce débat américain. En France, l'inégalité, c'est pas tant le salaire, c'est l'emploi. Et quand on regarde les inégalités avant système social et avant système fiscal, il y en a, mais elles sont liées à l'emploi. Et quand on regarde après correction, on voit une remarquable stabilité. Il n'y a pas un accroissement d'inégalité. Sauf peut-être à la marge, à l'issue de cette crise sanitaire. Et encore, ce n'est pas encore trop visible compte tenu de tous les stabilisateurs, de tout le soutien qui a été proposé. Vous rappeliez effectivement que le plan de Biden, celui à 1 900 milliards, il distribue de l'argent jusqu'à $80 000 par an. Donc, c'est pas les précaires, même si les Américains sont un petit peu plus riches que nous. Mais bon, globalement, c'est même pas une notion de la classe moyenne qui est quand même pas la même que chez nous. Surtout que c'est le chèque de $1 400. Il était cumulé par personne dans le foyer. Donc, vous disiez qu'il y a un impact quand même, alors par ricochet, à défaut de ruissellement, sur le tout en bas. Mais le raisonnement qui est appliqué, il est que justement, il y a ces critiques en disant le plan américain n'est pas du tout ciblé. C'est-à-dire qu'on brasse large et donc il va y avoir beaucoup de pertes en ligne. Et la justification, elle consiste à dire qu'il faut que l'économie américaine soit sous haute pression, quasiment en surchauffe, pour aller toucher les chômeurs de longue durée, ceux qui sont le plus loin du marché du travail. Et donc avec les milliers de milliards. Donc il y aura un autre plan de milliers de milliards demain, présenté à Pittsburgh par Joe Biden sur un plan d'infrastructure. Donc là, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler probablement dès demain. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé. Très bonne soirée. À demain.